Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le mardi 28 janvier 2025 et c'est l'épisode 396. Stargate ouvrira-t-elle la voie à un monde meilleur pour les États-Unis, un monde où la puissance de l'intelligence artificielle sera favorisée pour aider l'humanité à se porter peut-être mieux que jamais? C'est en tout cas le nom du projet, d'une valorisation future de 500 milliards de dollars. Est-ce que vous entendez bien ce montant? 500 milliards. C'est le prix pour qu'une association de boîtes tech, avec notamment OpenAI et Oracle, mais aussi SoftBank, qui est partie prenante, et le gouvernement américain, assoient leur domination pour l'IA face aux autres puissances mondiales. Est-ce réaliste? Quels enjeux, notamment sur le plan énergétique et même sur le plan écologique? On en parle ensemble dans cet épisode. On va parler aussi un peu des Samsung Galaxy S25, presque fraîchement annoncés. Des chouettes smartphones avec, évidemment, vous vous en doutez, le nec plus ultra de l'utilisation de l'intelligence artificielle en mobilité. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, et c'est vrai, nous on est beaucoup moins cher que Stargate, tu vois. Ah, c'est clair, oui. Bon, y a un petit coup quand même, on va vous en reparler après, il y a un petit coup, mais quand même, c'est ça, il faut... On est loin des 500 milliards, vous allez voir, très très loin. Au passage, est-ce que tu utilises, toi, au quotidien, l'IA pour la préparation des épisodes, pour ta bureautique, au-delà de t'amuser, est-ce que tu utilises de l'intelligence artificielle, Guillaume? Au-delà de m'amuser? Ah bah pas tant que ça, en fait. Un petit peu, mais pas tant que ça, finalement. J'ai testé l'autre jour, je voulais installer, très rapidement, je voulais installer AdGuard Home avec Docker sur un petit mini-serveur que j'ai là, à la maison, un petit ordi. Et en fait, je me galère un petit peu sur la configuration réseau parce que avec Docker, tu sais, tu dois avoir des espèces de réseaux virtuels pour adresser la machine virtuelle avec la bonne IP, etc. Des choses que je maîtrise pas très bien. Écoute, j'ai demandé à Owan sur ChatGPT qui m'a hyper bien guidé. En 10 minutes, c'était résolu. J'ai eu mon petit effet waouh, c'était génial. Mais bon. Oui, tu disais en tout cas qu'on avait un coût aussi, et effectivement, c'est celui de Patreon. Alors je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de passer à la caisse. Vous pouvez écouter la pub en introduction des épisodes, mais si jamais vous voulez vous assurer que le podcast est là le plus longtemps possible, et si vous voulez un flux privé qui vous permet d'écouter les épisodes sans la pub, vous pouvez donc vous abonner sur patreon.com/techcafé. Merci beaucoup à Microfire, Marc Simon, Laurent, Jean-Jacques Guazot, Geekophone FR, Sakaben, Sakatia. Merci beaucoup à vous de vous être inscrits sur la plateforme Patreon. Comme je vous l'ai dit, vous accédez à une expérience sans pub dans votre app de podcast habituel. Pas besoin d'écouter le podcast sur l'application Patreon. Et en étant abonné, vous n'avez plus besoin de zapper les pubs. Et vous avez le sentiment d'avoir activement contribué à notre longévité. Je vous le dis maintenant dans chaque épisode, mais ça avance. Le format d'abonnement va changer. Pour l'instant, quand vous soutenez Tech Café sur Patreon, vous êtes prélevé d'un épisode hebdomadaire pour le montant que vous avez choisi. Et à terme, c'est l'équivalent. Vous ne paierez pas plus, mais ce sera des abonnements mensuels qui seront mis en place. Je reviendrai sur le sujet. Il y a un petit avantage si vous le faites avant le changement qui devrait intervenir en mars. C'est que vous pouvez plafonner votre participation mensuelle et vous pourrez continuer à le faire si vous vous êtes inscrit et si vous avez plafonné votre participation avant le mois de mars. Donc, c'est une petite astuce pour vous. N'hésitez pas à aller vous inscrire avant les changements. Je reviendrai évidemment vers vous pour vous en informer. En attendant, c'est sur patreon.com/techcafé. Guillaume, on a des avis sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. À commencer par Nutrix, qu'on connaît bien et qui échange déjà avec nous sur d'autres canaux. Ça fait des années que j'écoute Tech Café. Je l'ai recommandé à maintes reprises à mon entourage. Sur le fond, c'est une veille technique sérieuse pour suivre l'actualité en bricolant ou en faisant le ménage. Sur la forme, une belle énergie et la bonne humeur des deux Guillaume est communicative. Bref, contrairement au cadeau de Noël qui n'arrive qu'une fois par an, Tech Café, c'est un cadeau qu'on reçoit toutes les semaines. Bonne année, longue vie à Tech Café. Merci beaucoup à toi. Et puis, par contre, on a eu des avis plus critiques, notamment là, j'en cite un à 2 étoiles, correct. C'est dur quand même. Correct, mais pourrait se passer d'avis géopolitiques avec des guillemets mal avisés et inintéressants. Surtout pour des personnes se voulant apolitiques. À part ça, un des podcasts les plus intéressants. Donc, c'est quand même dur d'avoir 2 étoiles avec cet avis-là. Mais en plus, ce qui m'embête, c'est qu'on n'a absolument, à ma connaissance, Guillaume, tu me dis si je me trompe, mais absolument jamais revendiqué le fait qu'on était apolitique. Non, et puis d'ailleurs, ça va pas s'arranger. Je crois pas. Et ça va pas s'arranger. Et j'irais même peut-être un peu plus loin. Je dirais que presque tout est politique, qu'on le revendique.
que la tech est un sujet qui me semble éminemment politique, ça me semble assez utopique. Si on cite des lignes de code, on pourrait dire éventuellement que c'est apolitique, mais on en fait toujours un peu. Et puis, je dirais même peut-être ceux qui prétendent ne pas aborder de sujets politiques, j'arrive à me demander si c'est pas des personnes qui vous mentent, et j'arrive même à me demander si vous mentez pas à vous-même, si jamais vous pensez que vous consultez de l'infotech qui soit complètement apolitique. Bon, écoutez, on clôt le débat, continuez à déposer vos avis sur Apple Podcast, Podcast Addict, et des étoiles sur Spotify. Un petit clin d'œil, Guillaume, il y a une rubrique Patreon dans Discord, puisqu'on a un serveur Discord, techcafé.fr/Discord, et il y a Nico SG qui nous raconte une anecdote. Il dit: une nuit, tout le monde dormait bien dans la maison, et là, Guillaume Poggiaspala se met à parler fort dans mon salon, si bien que ça nous a réveillés en sursaut. Pour ma part, la voix était familière et j'ai tout de suite compris que ça venait de mon smartphone. Mon épouse a été beaucoup plus surprise. Je me suis levé et j'ai mis pause. Et puis je me suis recouché, et c'est arrivé 3 mois encore après. Il raconte que l'anecdote, c'est arrivé une nouvelle fois. Et puis il pensait incriminer l'application Patreon pendant des semaines, mais au final, il a compris grâce à un message sur son Pixel 7 qui lui a mis la puce à l'oreille, et il dit, expression désuète, Bluetooth activé depuis 1 minute. Donc voilà, en fait, quand il désactive le Bluetooth, il y a juste en dessous une option précochée activée automatiquement demain, et quand le Bluetooth s'est activé, ça a lancé la lecture automatiquement de son podcast. Donc voilà, peut-être que nous hantons vos nuits. C'est curieux parce que d'habitude on est plutôt censé vous endormir d'après certains de vos témoignages, mais là on vous a priori réveillé. Veuillez nous en excuser. On continue avec quelques interactions avec les auditeurs, Guillaume. Pardon, je voulais citer Elara. Voilà. Je continuerai, excuse-moi, c'est moi qui l'ai rajouté. Elara, on m'a recommandé ce petit outil qui est tout bête, mais qui est tout simple. En fait, l'idée, c'est que vous installez cet outil sur votre machine, sur un petit serveur, et vous avez votre texte que vous pouvez anonymiser, et ça vous remplace les noms par des tags. Vous prenez ce texte anonymisé, vous le mettez dans votre interface de chatbot intelligence artificielle préférée, vous lui demandez de travailler le sujet, et ce qui vous restitue, vous n'avez plus qu'à le remettre dans l'outil, et ça vous remplace les tags par les noms que vous aviez anonymisés avant. C'est pas mal pour garder un peu de la donnée si jamais vous avez envie de conserver vos infos. Je voulais juste faire le petit clin d'œil parce qu'on me l'a recommandé, je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Mais oui, toi, tu as fait aussi la veille, Guillaume, sur les interactions. Il y avait Mika qui réagissait au chat dans les commentaires sur techcafé.fr. Ouais, il nous relaie une vidéo YouTube d'un extrait de C'est à vous, où le PDG de Mistral et le directeur de l'AFP parlent de la collaboration qu'on a évoquée la semaine dernière. Le lien est dans les notes de l'émission, du coup, ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qu'ils disent, et puis il y a un micro-trottoir qui est marrant aussi dedans. Et j'en profite pour mentionner que Mistral, justement, doit se rapprocher de l'AMIAD, qui est l'agence interministérielle de l'IA de défense, qui a été lancée en mai dernier. L'agence a un budget de 300 millions par an, elle a commandé un super ordinateur, d'ordinateur vraiment tout neuf, fabriqué par HPE, spécialisé IA, donc gros truc, les détails sont pas publics, mais il coûte 300 millions le truc, donc ça doit être assez puissant. C'est même la machine classifiée la plus puissante d'Europe. Il sera livré dès cette année. Et la MIAD recrute toujours, donc elle aurait dans les 300 spécialistes à terme. Si vous êtes intéressé, il y a un épisode de podcast du Collimateur qui est là-dessus, où vous pourrez entendre son directeur, que c'est Bertrand Ronde-Pierre qui en parle, donc il y a le lien dans les notes de l'émission aussi, si jamais ça vous intéresse. Bon, alors l'agence a plein de projets, dont un système de brouillage, mais elle a l'ambition d'équiper les 3 corps d'armée avec de l'IA, plus d'IA, disons, pour les avions, donc les sous-marins, les canons, tout ça. Là-dedans, ce que vient faire Mistral n'est pas encore très clair, parce qu'ils sont quand même spécialisés dans les modèles de langage. Après, ils ont évidemment l'expertise d'entraîner des gros modèles de gros calibre sur des gros clusters de GPU. Je pense que la MIAD, évidemment, peut utiliser au moins ça. Et on trouve pourtant, d'ailleurs, sur le site de la Défense, Défense Gouv.fr, dans un premier bilan 6 mois après, une mention faite des modèles de langage pour l'armée. Mais c'est un paragraphe qui reste quand même très vague. Mais bon vent à Mistral, en tout cas. Et puis bon, il y a Lucie aussi. Je sais qu'il est de bon ton je sais qu'il est de bon ton de se moquer de Lucie, mais c'est pas très sport, je trouve. Écoute, Lucie, je trouve pas non plus. Chatbot 100% français, 100% open source, qui a fait ses débuts en public, alors que clairement elle aurait pas dû. Parce qu'elle est pas super maline, et c'est tout à fait normal, c'est pas GPT-4, Lucie, c'est un modèle qui fait 7 milliards de paramètres, c'est minuscule. GPT-4 en faisait plus de 1000 milliards. Et elle a été entraînée pour l'instant sur 3000 milliards de mots, c'est probablement dans les 5 fois moins que que Llama 3 ou même les modèles open source modernes, quoi. Donc, c'est parfaitement normal, ça doit être au niveau d'un Llama 2 7B, quoi. Donc c'est pas si honteux, si on considère évidemment les
l'état dans lequel elle est, quoi. Donc Lucy, c'est un premier pas, c'est un modèle expérimental développé par le consortium OpenLLM dont fait partie le CNRS. L'erreur majeure, bien sûr, c'est de l'avoir mise en ligne à ce stade. Parce que vu ses caractéristiques, c'était évident qu'elle n'allait pas pouvoir lutter contre les chatbots populaires et que les gens allaient immédiatement voir ses limites, quoi. Hein. Bon, il reste que c'est une IA qui a entraîné de zéro, quand même, hein, sans les milliards des grosses boîtes américaines. Et c'est pas si simple. Entraîner les modèles dont on parle en longueur d'épisode, ça demande des dizaines de millions de dollars, voire des centaines. Ah, se moquer de Lucie, c'est facile, mais bon, fais-le, toi, hein, si tu fais mieux. Non, mais... c'est clair. Et puis bon, en plus, franchement, un chatbot qui te dit que la racine carrée d'une chèvre, c'est 1, moi j'aime bien, en fait. Ou que des vaches pondent des œufs de vache et qui sont plus gros que les œufs de poule. C'est toujours effectivement assez facile de se moquer de ces faibles performances par rapport à d'autres modèles. Ce qui était principalement critiqué, c'était le fait qu'elle puisse recracher des discours haineux, par exemple, ou donner des recettes de drogue ou de bombes. Ça, c'est un peu plus embêtant parce que c'est pas lié aux performances, c'est lié un petit peu au cadrage qu'on va faire de l'outil. Ça se fait dans une phase de bêta fermée et en l'occurrence, les équipes elles-mêmes ont avoué le fait qu'ils sont un peu précipités à sortir le truc publiquement et clairement, il manque une phase de test fermé pour cadrer un petit peu les choses. Et puis, effectivement, les performances viendront avec l'amélioration des versions, j'imagine. Sans autre forme de procès, Guillaume, on enchaîne avec le cœur de l'actu de cette semaine. Et juste après qu'on ait terminé les enregistrements mardi dernier, patatras, qu'est-ce qu'on voit ? Sam Altman au micro, à la Maison-Blanche, Donald Trump qui le regarde en coin. Un projet incroyable annoncé, incroyable de par son montant, je l'ai dit en intro, c'est 500 milliards, et par son nom aussi. Hein. Je sais que tu aimes la série Stargate. Qu'est-ce que c'est, Guillaume ? Eh bien oui, c'est la porte vers un nouveau monde, vers de nouvelles entités, hein, qui, rappelons-le, sont des mecs avec des casques à tête de chien et des lasers. C'est dans le film. Moi, j'ai vu que le film, en fait. Mais oui, non, j'ai j'ai vu 2-3 épisodes, mais c'est pas trop le sujet. Donc oui. Alors 500 milliards, ça fait parler, évidemment, c'est normal. Hein. Après ce qu'on a vu cette semaine à la Maison-Blanche, forcément, c'est 80% de théâtre, hein, donc 100% de télé-réalité, quoi. La preuve, Stargate, c'est une nouvelle boîte privée, financée par des fonds privés, dont le projet est discuté depuis au moins le mois de mars, et on en a parlé ici même, en fait, sous le prisme de la rumeur, plutôt, à l'époque. Pas un seul denier public n'ira là-dedans, mais Trump, évidemment, veut tirer la couverture médiatique à lui, quoi qu'il se passe, et donc il dit que ça va créer des centaines de milliers d'emplois, ce qui est assez cocasse, en l'occurrence. Déjà, Stargate est un data center, et bon, il n'y a pas grand monde dans un data center. Il faut bien des gens pour la maintenance, ça c'est sûr, mais les data centers, ça crée pas forcément énormément d'emplois. Hein. C'est les serveurs qui bossent dedans, c'est pas trop les gens. Et ceux-là en particulier, le pire, c'est à quoi ils vont servir ? À créer des IA qui sont toujours plus efficaces, donc des agents qui seront toujours plus efficaces, qui pourront faire toujours plus de tâches. Jusqu'à l'AGI, hein, le Graal pour OpenAI, qui pourra essentiellement remplacer les humains dans la plupart des boulots. Bon, ok. C'est comme Larry Ellison, hein, le patron d'Oracle, hein, qui nous vend le projet à coup de remèdes contre le cancer, voire de vaccins contre le cancer, en oubliant de mentionner ces projets de surveillance totalement dystopique dont on a aussi parlé ici plus récemment d'ailleurs. Mais bon, plus précisément, Stargate, c'est une nouvelle entreprise qui a été créée par 4 entités principales. Il y a OpenAI, il y a SoftBank, il y a Oracle et il y a MGX. Et MGX, il n'était pas à la Maison-Blanche. Pourquoi donc ? MGX, c'est un fonds d'investissement émirati. Alors je suppose que ça tranchait avec la teinte dominante, hein, qui allait de blanche à orange sur le... Donc Stargate va gérer des data centers à usage a priori exclusif d'OpenAI, ce qui veut dire au passage que sa liaison avec Microsoft change quelque peu. Donc il y a déjà un data center en construction à Abilene, au Texas, et il y a déjà des bâtiments, et tout ça montre bien que tout ça a été décidé bien avant le retour de Trump. Il a été annoncé que Stargate allait être financé à hauteur de 500 milliards sur 4 ans, c'est une somme qui est tellement énorme qu'à l'année est difficile à prendre au sérieux, puisque c'est équivalent à ce que tous les hyperscalers réunis dépensent en 10 ans. Ça fait cher le cluster, c'est 833 fois le prix du plus puissant ordinateur du monde, et c'est même suffisant pour racheter à la fois Intel, ARM et AMD. C'est utile de mentionner ces comparaisons parce qu'à un moment, il va y avoir une demande pour un retour sur investissement. Parce qu'à des niveaux aussi faramineux, c'est rien de dire qu'OpenAI a un peu la pression pour être à la hauteur des attentes qu'il crée lui-même, et parce que, il n'a pas toujours vraiment trouvé de business model rentable. À la différence que ces 500 milliards, ils ne sont pas dans un compte existant aujourd'hui. C'est une projection à terme au bout de 4 ans. Mais alors, pour Stargate, ces 500 milliards, c'est si les niveaux d'investissement sont réels. Parce que pour l'instant, 400 de ces 500 milliards sont des promesses pour les années qui viennent. Donc, on aurait 100 milliards pour 2025 a priori. Donc déjà, c'est seulement 100 milliards. C'est monstrueux, évidemment.
Avec autant Seulement. d'argent, on peut acheter beaucoup, beaucoup de GPU. Hein. Nvidia, Ouais. si Nvidia arrive à les fournir, si Nvidia arrive à les fournir, justement, parce que Stargate n'est pas le seul client de Nvidia. Les Blackwell, tout le monde en veut. Et bah, si eux, ils doivent en acheter pour 100 milliards, bah, il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. C'est vous qui vont se retrouver probablement en rupture de stock. Mais bon. La question électricité, c'est la zone aussi, hein, bien entendu, parce que 100 milliards, si tu achètes pour 100 milliards, si tu achètes des GPU pour ce montant-là, c'est un data center qui va consommer dans les 5 gigawatts. Et donc, si 5 de ces monstres arrivent à terme hein, dans les 5 prochaines années, on se retrouve avec 25 gigawatts de consommation. La Belgique, en 2023, avait une capacité de 27 gigawatts. En France, c'est 66. Donc, il faudrait déployer de quoi alimenter un pays comme la Belgique, en gros, en moins de 5 ans. Quand on a 1 million de GPU, hein, puisque c'est désormais l'unité de base, hein, le million de GPU à ces échelles-là, il faut les faire tourner efficacement et c'est une autre paire de manches de les faire tourner par rapport à des plus petits trucs. Parce que lors de l'entraînement de Llama 3, Meta a utilisé un cluster de 16 000 GPU, il a eu une panne toutes les 3 heures. Je vous laisse imaginer le cauchemar que ça va être avec 1 million. Hein. Si jamais ça arrive. Parce que bon, d'après un rapport de The-Information, OpenAI et SoftBank vont injecter 19 milliards dans Stargate. Oracle et MGX en rajoutent 7, ça fait 45 milliards au total. C'est déjà pas mal. Il est possible qu'une partie de tout ça soit, donc de cette première tranche, il est possible qu'une partie de cette somme-là soit déjà dépensée dans des projets d'Oracle qui sont déjà en cours. Puisqu'à Abilene, manifestement, il y a déjà des bâtiments, donc il y a des trucs qui sont déjà en cours. Donc on est quand même plus proche de 50 que de 100, et donc on est quand même loin de 500. Alors, c'est déjà une somme énorme, hein, évidemment, hein, 550 milliards. Et c'est un nouvel entrant donc dans le monde des hyperscalers, hein, des gens qui font des data centers, et donc qui va compter probablement dans ce monde-là. Même en restant très loin des 500 milliards, Stargate pourrait devenir un acteur important du secteur s'il est amené à revendre sa puissance de calcul pour gagner le blé que ne rapporte pas ChatGPT pour l'instant. Hein. Alors, ça va dépendre énormément de comment se comporte le marché, et pour le moment, le marché est très chahuté, justement. Alors, c'est très tôt pour dire si oui ou non la bulle est en train d'éclater, bon, j'ai pas l'impression, mais c'est vrai que hier, et ces 2 derniers jours, plus ou moins, le Nasdaq a baissé assez brutalement. Nvidia a subi une correction qui était de moins 24% ce matin. Microsoft et AMD sont aussi en baisse. Les États-Unis réalisent que les Chinois sont pas loin derrière tout ça. Ça serait à cause de DeepSeek, dont on va parler un peu plus loin, et probablement de Lucy, hein, évidemment, parce qu'elle fait peur quand même. L'action Nvidia s'est stabilisée hein, la dernière fois où j'ai regardé, elle est stabilisée autour de $118 contre 146 à son apogée. C'est une baisse franche, elle reste quand même encore très haute. Hein. Microsoft a un peu rebondi, quant au Nasdaq, il y a effectivement eu un creux le 27 janvier, mais au moment où je parle, j'ai l'impression que c'est remonté. Ça a l'air de remonter, donc autant que depuis que je suis aujourd'hui, là maintenant, ça n'a pas l'air d'être la cata généralisée, bon on verra bien la semaine prochaine, on vous tiendra au courant. C'est la continuité, hein, en tout cas, de prise de parole de dirigeants de boîtes américaines dans la tech, pas que dans la tech évidemment, mais qui se rallient quelque part à Donald Trump fraîchement élu. Et ça a l'air effectivement d'être un bon mouvement. Hein. Sam Altman citait dans sa prise de parole, il était à côté forcément. Hein. Merci Donald Trump, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. J'ai l'impression que Sam Altman et OpenAI sont un peu, quelque part, peut-être piégés par le cycle de la hype, hein, avec des promesses futures. À voir si ça aide, évidemment, à ce niveau-là. On saura mesurer tous les enjeux, parce qu'il y en a plein, des enjeux. Il y en a aussi sur le plan écologique et sur le respect de l'environnement. Un point, peut-être, qu'on peut rappeler, ça consomme de l'eau, tout ça, si je ne dis pas de bêtises, Guillaume. Et déjà, aujourd'hui, il y a des régulateurs aux États-Unis qui ont commencé à mettre des bâtons dans les roues d'OpenAI. Alors, ils vont peut-être être rapidement mis au diapason par leur nouveau président, hein, j'en sais rien, mais qui leur a interdit de réfléchir à des nouvelles implantations, il y a de ça quelques semaines, sans mettre en place des plans pour garantir que les habitants seront plus confrontés à des pénuries d'eau comme ça a été le cas. Bon, ça pose des enjeux évidemment écologiques aussi, tout ça, Guillaume. Tout le monde se doute que Stargate va bouffer de l'eau beaucoup et aussi une énergie folle. Hein, et bien sûr, ça n'a pas raté. On a eu des arguments habituels, voilà les arguments habituels pour rassurer, quoi. Donc au moins en partie, il sera alimenté par des énergies renouvelables qui sont d'ailleurs fournies par SB Energy, qui est une boîte financée par SoftBank. Du coup, ça lui fait un gros client, hein, c'est pratique. Et alors on se rappelle qu'un data center à 100 milliards, ça demande plusieurs gigawatts donc de puissance, et c'est peu probable que les panneaux solaires SB soient leur seule source d'alimentation, hein, c'est voire même une source significative d'énergie. Et non, hein, de Microsoft à Amazon, en passant par Sam Altman lui-même, tout le monde finance des réacteurs nucléaires ou des projets de mini-réacteurs parce qu'on veut beaucoup, beaucoup de puissance et on en veut tout le temps. Et le plus proche possible. Mais le nucléaire, c'est compliqué, ça prend du temps, hein, là où on a besoin de puissance pour 2025 et apparemment dans les 5 ans à venir. Donc on va prendre ce qu'il y a, et ce qu'il y a aux États-Unis, c'est principalement du fossile.
Et d'ailleurs, parmi la multitude de décrets signés par Donald Trump, il y en a un qui tombe bien, il déclare le pays en urgence énergétique. Et c'est étonnant ça, parce que les États-Unis n'ont jamais produit autant d'énergie, ils n'ont jamais produit autant de gaz naturel et de pétrole brut que cette année, tellement que ça tire les prix vers le bas d'ailleurs. Mais il faut forer, encore forer plus, et Drill, donc drill. c'est explicite dans le texte, le texte exclut carrément les énergies renouvelables. Enfin en tout cas, et dans le texte, énergie veut dire explicitement pétrole, gaz, uranium, charbon, et aussi la géothermie et les biocarburants. Mais le vent et le solaire sont exclus. Mais là, il y a urgence, ils doivent produire plus. Les amis de Trump des lobbies fossiles vont produire plus, et donc vendre plus. Et finalement, les data centers monstrueux, Stargate en tête, mais entre autres, tous les trucs qui poussent un petit peu partout, c'est une véritable aubaine. Parce qu'à quoi ils vont tourner, ces trucs? Au gaz, voire au charbon. N'oublions pas que les problèmes climatiques, de toute façon, n'existent pas pour ces gens-là. Donc il n'y a pas de problème, il suffit d'y croire fort, fort, fort. L'IA changera le monde ou pas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même un super débouché pour beaucoup d'amis de Trump, tout ça. Oui, ça tombe bien. On avait déjà parlé, parce que je sais qu'il y a des voix qui s'élèvent parfois en disant « Oui, mais l'IA peut-elle pas aider de son côté à optimiser, à inventer des nouveaux moyens Bon, on a déjà largement parlé de ce sujet dans le passé, et je vous invite à écouter les précédents épisodes de Tech Café à ce sujet. Évidemment, pour le moins sceptique. On va faire un petit tour d'ailleurs des réactions qui tournent autour de cette annonce, avec un A majuscule, parce qu'il y a un monsieur dont on guette un petit peu les prises de parole suite à Stargate, parce qu'on se pose des questions. Quel est son rapport? Quel est le rapport à Stargate avec Microsoft? C'est Satya Nadella, Guillaume. Oui, que pense Microsoft de tout ça, lui qui a investi tant de milliards dans OpenAI et qui parie sur les modèles, en tout cas les modèles GPT pour se renouveler entièrement à base de copilote? Il en pense quoi du financement de Stargate Satya? Il en sait rien, il connaît pas les détails, c'est fou, parce qu'en fait il participe pas. Le fait qu'OpenAI commence à faire des infidélités avec Oracle, c'est essentiellement ce qui est en train de se passer. Ça étonne pas du tout Mark Benioff, qui est le CEO de Salesforce, qui, dans une interview à CNBC, était mort de rire. Depuis que Microsoft a pratiquement racheté Inflection et fait de Mustafa Suleyman son PDG de l'IA, le torchon brûle, alors à petit feu, mais il brûle. Altman et Suleyman ne peuvent pas se saquer, et depuis un an, ça se voit, OpenAI, dont les employés, on l'apprend, n'aiment pas travailler avec Microsoft, veut se dégager de l'emprise de Microsoft, de cette emprise-là, parce que, grosso modo, ils veulent eux-mêmes devenir un nouveau Microsoft, plus ou moins, c'est un peu l'idée. Alors Altman s'est plaint de ne pas avoir assez de puissance de calcul avec Azure. On sait qu'il discute depuis longtemps pour avoir ses propres puces, ses propres data centers et compagnie. Voilà, c'est avec plus ou moins de milliers de milliards, ça dépend des fois. Il y avait un accord d'exclusivité à Microsoft, donc c'est plus le cas. Il se fournira chez Stargate aussi. Et Microsoft, de son côté, il va mener à bien son propre projet à 80 milliards de dollars, parce qu'on parle de Stargate, mais on avait parlé aussi des projets de Microsoft, et c'était 80 milliards, et ça a été confirmé. Microsoft va mettre 80 milliards de dollars pour faire ses propres data centers géants. Et évidemment, eux aussi font leur modèle de langage. Alors il y avait les modèles Phi, donc Phi 4 le dernier, puis il y avait le modèle Phi Silica, il y avait le modèle My1, qui est plus gros effectivement, qui est un petit peu une sorte de concurrent de GPT, et ils vont lancer leurs propres agents, ils vont finir par devenir plus concurrents que partenaires, ces deux-là, OpenAI et Microsoft. Déjà, Satya et Musk vont se retrouver sur un point qui est troller Sam Altman, parce que c'est marrant. Musk a tweeté qu'OpenAI et ses copains avaient pas le fric pour Stargate, et Satya répond que lui, tout ce qu'il sait de tout ça, c'est qu'il a ses propres 80 milliards sous le coude au chaud, et qu'il va les utiliser pour, je cite, « construire quelque chose d'utile plutôt que de faire de la hype autour de l'IA ». Et il a mis un smiley mort de rire. Bon, écoute... On les voit discuter de ça sur X entre Satya Nadella et Musk. Ça met encore une fois, je trouve, en lumière, je reviens souvent sur ce sujet, mais cette espèce de mariage pas clair entre Microsoft et OpenAI. Je pense que là, ça se révèle au grand jour encore plus qu'avant, et je crois que ça va pas s'arranger. Concernant les réactions, évidemment, il faut qu'on parle en détail un petit peu de ce que fait Musk ces derniers jours, notamment en réaction à Stargate, mais aussi dans la famille de ceux qui n'ont pas été invités à la boom officiellement. Il y a Mark Zuckerberg, et lui aussi, il veut son gros data center, Guillaume. Oui, les potes à Musk, les potes à Trump, évidemment. Donc Elon reste une créature énigmatique, une créature qui a une coordination déficiente de ses membres, apparemment. Mais surtout, dans les actions, défient la logique, et ils sont du coup assez distrayantes, si on a doublé leurs conséquences catastrophiques. Trump et Altman, ils font tout pour faire monter la sauce d'un spectacle hollywoodien, tu vois. Trump et Altman, ils sont là, je veux dire, ils écrivent l'histoire sous nos yeux. Ils mettent en scène les héros du monde libre qui se lancent dans une quête folle et démesurée pour le bien de toute l'humanité. Par des sacrifices indescriptibles, les gentils vont atteindre le Graal de l'AGI, avant les méchants,
et ils vont prendre le contrôle et ils vont sauver ainsi le monde de la tyrannie communiste. Ils vont nous apporter la vie éternelle. Rassuré. Si votre salaire est à 5 chiffres, en tout cas, vous aurez sans doute la vie éternelle. Et la sécurité absolue grâce à un système de surveillance omnipotent. Non, je reformule, grâce à un système de contrôle bienveillant. L'enjeu est donc existentiel, c'est nous contre eux. La lumière face aux ténèbres rougeoyantes de la barbarie totalitaire. Si avec ça vous n'investissez pas vos milliards, merde, hein, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est même Avenger Endgame, c'est un épisode de Pas de Patrouille à côté. Et là, t'as le Elon qui pète toute l'ambiance en tweetant « Même pas cap, ils ont pas le pognon, c'est naze ». J'exagère à peine, hein, c'est vraiment ce qu'il a écrit. Alors qu'il est quand même censé soutenir le mec orange à gauche là sur les photos. Mais non, troller Altman, c'est plus fort que lui. Et ça, c'est un peu marrant quand même. Par ailleurs, on a dit que Satya Nadella n'était pas maximalement impressionné par Stargate. Eh ben, le bro Zuckerberg non plus. Le data center en construction au Texas, il ferait la taille de Central Park. Central Park, c'est 3,4 km². C'est pas mal quand même, hein. Qui dit mieux? Eh ben Mark, il dit mieux. Lui, il va en construire un qui fait une énorme partie de Manhattan et qui est, en tout cas sur l'image qu'il a postée sur Threads, beaucoup plus gros que Central Park. C'est sûr que ce truc consommerait d'ailleurs 2 gigawatts, donc on est carrément dans l'ordre de grandeur de Stargate. Et il sera en construction en Louisiane. Il sera en ligne, lui, entre 2028 et 2029. Et Mark, il va aussi dépenser 60 à 65 milliards cette année-là pour mettre en ligne un bon gigawatt de puissance de calcul. À la fin de l'année, il va avoir un total de 1,3 million de GPU opérationnels. Et un Llama 4 qui explose tout le monde pour enfin gagner ce colossal concours de bits. Et oui, bah, c'est un truc de bro, donc on peut pas comprendre, à moins qu'on soit des bros, nous aussi. On est des bros? Est-ce qu'on est des bros? Il va falloir quand même qu'on se creuse sacrément la tête et probablement, peut-être, probablement pas, mais peut-être qu'à l'avenir, on aura des réponses. Mais pour savoir si on est des bros, alors déjà, moi je pense qu'on n'en est pas. Mais de savoir surtout si ça a des retours concrets en matière d'usage, d'avancée de la société. Parce que des concours de qui a le plus gros data center, c'est bien joli. Mais finalement, les effets concrets sur le quotidien sont pas évidents. On est quand même... Bon, je veux pas faire perdre trop de temps parce qu'on va dériver dans la discussion, mais on peut quand même se poser la question de est-ce que tout cela en vaut la peine? Et je veux pas soulever la question de est-ce qu'on est dans une bulle, mais en tout cas, ça grossit, ça c'est clair. Et pourtant, ça grossit, mais il suffit qu'il y en ait un qui... je me permettrai pas, mais il suffit qu'il y en ait un qui arrive et qui dit « Ah, vous avez vu, moi j'en ai une petite, mais elle tire loin aussi ». Et tout de suite, c'est un peu la panique, Guillaume. C'est l'arrivée de DeepSeek qui semble aussi faire un petit peu peur. Et c'est le regard des Chinois sur ce sujet qui est intéressant. Oui, l'autre actu qui a énormément été commenté cette semaine et qui symbolise effectivement un peu pourquoi les Américains semblent avoir la pression et bon, qui a peut-être effectivement produit cette baisse, c'est DeepSeek, et en particulier DeepSeek R1, qu'on a évoqué brièvement la dernière fois, et qui est un modèle chinois qui rivalise avec O1, donc le O1, le modèle phare d'OpenAI, qui, jusqu'il y a peu, quand même, incarnait là aussi la supériorité technologique américaine. Donc jusqu'à R1, qui, pour rajouter l'insulte à la blessure, comme diraient les anglo-saxons, se permet de rivaliser avec un budget dérisoire. En tout cas, DeepSeek V3, qui était déjà compétitif avec GPT-4o, et sur lequel est basé R1, avait coûté moins de 6 millions, soit dans les 95% moins que le modèle d'OpenAI. C'est un truc low cost, c'est un truc Lidl, tu sais. Complètement, parce qu'en plus, ils sont chinois, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas accès aux puces dernière génération. L'embargo américain les a simplement poussés à être plus astucieux. On a parlé de quelques innovations de DeepSeek dans le dernier supplément. On va évoquer comment R1 a été fabriqué, là, dans cet épisode-là, parce que, voilà, la différence d'OpenAI, on a un rapport d'OpenAI. Là, on a un rapport technique assez complet là-dessus, et c'est très intéressant. DeepSeek libère presque tous ses modèles. Vous pouvez télécharger R1. Bon, alors il est trop gros pour l'immense majorité des gens, mais il est téléchargeable. On ne connaît pas le dataset, cela dit, ni tous les détails. Et les modèles parmi les modèles que vous pouvez télécharger et faire tourner chez vous aujourd'hui, les meilleurs sont chinois. Ce sont ceux d'Alibaba, les Qwen et de DeepSeek. Alors on reparlera en supplément plus de DeepSeek et des optimisations qui le rendent aussi peu cher, en tout cas, autant qu'on le sache. Ici, on va se concentrer sur R1, donc c'est le modèle qui réfléchit. Et on va voir comment il a été fait. Parce que la question, finalement, c'est tu fais comment pour faire réfléchir un modèle? Parce que R1, il fonctionne comme O1. C'est-à-dire tu lui poses une question et puis il réfléchit, potentiellement longtemps, selon la complexité de la tâche, avant de répondre. Donc concrètement, il va réfléchir évidemment tout haut, c'est-à-dire en écrivant tout son processus de pensée, entre guillemets, en se donnant des exemples, en décomposant le problème, en planifiant. Il va revenir sur ses erreurs, il va tester des hypothèses, etc. Finalement, pour les questions qui requièrent de la réflexion, en mathématiques ou pour les problèmes de logique ou de code, c'est plus efficace parce que c'est un petit peu comme on fait nous, quoi. Alors pour créer un modèle qui réfléchit, on part toujours d'un LLM standard, donc un modèle de langage puissant, qui connaît déjà très bien notre langue, un truc assez fort,
et qui a bonne mémoire aussi, parce qu'il faut qu'il soit capable de gérer une fenêtre de contexte assez longue. Parce qu'il va réfléchir, il va produire énormément de mots, donc s'il réfléchit pendant 8000 mots et qu'il oublie les 2000 premiers, ça va pas marcher très bien, quoi. Il oublie, voilà. Donc la base, désormais, c'est ça, c'est un modèle puissant avec une bonne mémoire. Et ça, c'est pas évident, mais bon, maintenant, on a ce genre de truc, et DeepSeek a tout naturellement pris son modèle V3, qui est très puissant et qui est au niveau de GPT-4, et puis ils ont commencé par lui montrer un petit peu ce qu'on attend de lui. Donc ils ont composé quelques milliers de raisonnements détaillés, déjà faits, et puis ils ont fine-tuné DeepSeek V3 là-dessus. Donc ça, c'est vraiment le niveau 0, quoi. Et après vient la partie intéressante, c'est la version DeepSeek 0. Il l'appelle comme ça, c'est DeepSeek 0. À partir de la V3, on va entraîner la version 0 par renforcement. Donc l'apprentissage par renforcement, c'est du dressage, ni plus ni moins. On va récompenser un modèle qui fait bien, et puis on va le punir sinon, et donc on va définir effectivement un score, quoi. On va définir à quel point il fait bien ou il fait mal avec une certaine fonction. C'est une vieille marmite, ça, finalement. C'est une très très vieille marmite, et concrètement, là, on prend une grosse collection de problèmes mathématiques, ou de logique, ou de code, voilà, une grosse collection de problèmes à résoudre. Donc c'est un dataset dont on peut facilement contrôler la solution à chaque fois. Donc pour chaque problème, on a une solution très, très simple, voilà, il y a une solution, il y a une réponse, quoi. Et puis, du coup, on peut tester très facilement si le modèle, il répond vrai ou pas. Et donc, on va demander pour chaque question à 0 de résoudre ce problème, et puis s'il donne le bon résultat, on va le récompenser, sinon, on va le punir. Et en fait, essentiellement, c'est tout. On itère ce processus. Si le modèle échoue, on lui fait savoir avec un coup de fouet que ça va pas, et on relance la même question. Encore et encore. Et quand il a beau, on lui fait savoir aussi, on lui donne un sucre. On donne un sucre, et puis voilà. Et puis on fait ça pour toutes les questions. Et il est important de bien voir quand les récompense / punit, que le modèle, en fait, on le récompense / punit que en fonction du résultat. On n'évolue pas le processus. Alors, c'est possible, c'est une autre manière de faire du renforcement, plus complexe, alors on choisit un modèle de récompense différent, le PRM, mais bon, là, c'est pas ce qui est fait ici, là, c'est une manière assez simpliste, finalement, de faire du renforcement. Et qui suffit. Oui. Qui donne des bons résultats, finalement. Il se démerde comme il veut, mais on veut les bonnes réponses. Et le plus fou, c'est que ça marche. C'est que le coup de fouet après coup de fouet, DeepSeek 0 apprend tout seul à donner des réponses de plus en plus longues. Tout seul, il apprend à revenir sur ce qu'il a dit pour corriger ses erreurs. Tout seul, il se met à commenter ce qu'il fait. Et tout seul, il se met à dire « Ah, j'ai trouvé », quand il trouve un argument, une technique qui marche, en fait, qui semble correspondre au problème. Et finalement, le processus de raisonnement est complètement émergent. Et c'est très important, je pense, ce qu'on peut lire dans ce rapport, c'est qu'on ne programme pas le modèle pour raisonner. On le conditionne pas, en fait, pour se comporter d'une manière ou une autre. L'apprentissage par renforcement fait émerger naturellement un processus de réflexion qui imite le nôtre. Donc c'est assez dingue, et c'est essentiellement ce qui donne naissance à la puissance de R1, et sans aucun doute à celle de O1 aussi, même bien qu'on n'en sache rien, puisque évidemment tout est fermé. Alors techniquement, le modèle 0, une fois qu'il est suffisamment bon, sur suffisamment de questions, on dit que voilà, il a convergé, quoi, il répond à peu près bon partout, on passe aux finitions, donc on fait une phase de fine-tuning pour en faire un modèle qui est plus généraliste, et on pénalise certains comportements. Et chose très intéressante aussi dans cette phase-là, naturellement, DeepSeek 0 change de langue pour réfléchir. Et quand on pénalise ça, en fait, les performances baissent. Alors, on le pénalise quand même, parce que ça plaît pas aux utilisateurs, tout simplement, de voir un raisonnement qu'ils peuvent pas lire et qu'ils peuvent pas comprendre, quoi. Donc, comme les performances baissent pas énormément, on fait la concession de se dire qu'on a un modèle qui est plus agréable à utiliser, qui plaît plus aux utilisateurs, même si il est un petit peu moins bon que si on le laissait faire tout simplement tout seul, quoi. Ce qui est super intéressant, c'est ce que ça montre, c'est que se restreindre à une langue spécifique, ce n'est pas optimal pour un LLM pour raisonner, alors que lui, il est nativement multilingue. Parce que pour lui, les langues n'existent pas. On l'a dit la dernière fois d'ailleurs, je crois. Pour lui, tout est texte. Oui, on en a parlé déjà. Et de donc, ces comportements qui font émerger du chinois en plein milieu d'un raisonnement, notamment pour des aspects mathématiques. Et en fait, c'est complètement naturel. C'est-à-dire que ça arrive de manière spontanée. Et ça veut juste dire que finalement, les mots, c'est une manière de réfléchir, et fait avec ce qu'il a, mais que peut-être que rester dans une langue, c'est pas optimal, et peut-être même qu'utiliser des mots, finalement, c'est pas non plus optimal. Et ça nous amène justement au concept qu'on avait déjà décrit avec les coconuts ou les LCM. Utiliser des mots, c'est peut-être pas optimal, ça ouvre des perspectives très intéressantes pour la recherche, avec des réflexions qui pourraient se mener avec des représentations internes, et exclusivement des représentations internes du modèle. Alors DeepSeek va pas s'arrêter là, il sortait une nouvelle génération, une nouvelle version plutôt de Janus dernièrement. Et Janus, c'est un modèle qui est vachement intéressant aussi. Alors il est tout petit, donc il va pas non plus concurrencer personne en fait, mais il est très intéressant parce que c'est un modèle qui est nativement multimodal. C'est-à-dire qu'il comprend et qu'il génère à la fois des images et du texte, et de manière totalement unifiée. Alors la conclusion aussi de tout ça, c'est qu'en fait,
finalement, la recette, elle n'est pas si compliquée que ça. DeepSeek n'est pas le seul à l'appliquer. Il y a un autre modèle chinois qui serait aussi l'état de l'art, qui s'appelle Kimika 1.5, qui fait un truc qui est assez proche, en réalité, de ce que fait DeepSeek, à sa sauce, avec des nuances, mais bon, globalement, l'idée, c'est un petit peu ça. On sait qu'Alibaba a sorti Quick, le fameux QWQ, là, qui est un modèle de raisonnement aussi, qui est très efficace pour sa taille, qui est une version, et il y a une version multimodale qui vient ou qui va sortir. Et donc, les Américains ne seraient pas en super avance réellement sur leur niveau. C'est pour ça qu'ils tentent en ce moment de prendre leurs rivaux et de les assommer à coups de liasse de billets, quoi, ou de les littéralement les étouffer sous le pognon. Alors, à voir si ça marche ou pas. Est-ce que la question que je pouvais me poser, c'est est-ce que finalement, s'il y avait eu tous les travaux qui ont été menés par OpenAI et par des boîtes américaines, est-ce que finalement DeepSeek aurait pu émerger de la même manière? Est-ce qu'ils ont pu quelque part se servir de l'enseignement des travaux menés par des entreprises américaines? Donc c'est ça aussi qui fait, parce que le raisonnement simpliste, ce serait de dire mais ils peuvent faire moins cher de zéro, et en fait non, il a fallu passer quand même par une phase d'innovation. Après, ça est-ce que ça la justifie science, en vrai, hein, je veux dire. Alors, effectivement, la science, et la recherche. La science et la recherche, les gens font des trucs, ils produisent des papiers, C'est ça. d'autres gens les lisent, ils itèrent dessus, et c'est comme ça qu'on avance. Donc à un moment... Est-ce que par contre, dans ce domaine-là, ça justifie d'investir des dizaines, voire des centaines de milliards pour être le premier, vu que très rapidement derrière, on peut obtenir des résultats très satisfaisants pour moins cher? Ça, je laisse la question en suspens. Vous avez compris le sens rhétorique de cette question. Deux petits mots au sujet de ce que tu viens de décrire. Déjà pour dire que DeepSeek est intégré maintenant dans Perplexity. Donc quand vous recherchez dans Perplexity, vous pouvez utiliser le moteur DeepSeek, le modèle DeepSeek, pardon, et il n'est pas, évidemment, il n'est pas conditionné avec les mêmes instructions que la version chinoise. Donc en tout cas, vous pouvez l'exploiter aussi là-dessus. Et deuxième chose aussi que je voulais brancher brièvement, tu sais qu'il y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, Guillaume, qui est celle de Monté, donc Linguisticae, où il parle de langue. Il a sorti une vidéo il y a quelques jours, je crois, où il y a, vous qui écoutez Tech Café, vous allez voir tout de suite les problèmes que pose cette approche-là, mais il propose de faire créer un langage et essayer de voir si les modèles de langage, les chats GPT entre autres, sont capables de comprendre le fait qu'on leur fait utiliser un langage fictif qui est créé pour les besoins de l'exercice. Évidemment, on atteint très très vite les limites de ce qu'ils peuvent faire, parce qu'encore une fois, on part du principe qu'ils arrivent à lire les caractères, qu'ils arrivent à comprendre la manière dont serait construite chacune des briques d'un nouveau langage. Et évidemment, il s'appuie sur des tokens qu'il a appris. Donc, ce n'est pas possible. Mais je trouve que quand même, la vidéo est intéressante en termes de vulgarisation sur les fonctionnements des LLM. Et je vous invite à aller jeter un coup d'œil. En attendant, on continue, Guillaume, avec ces modèles de langage, notamment avec Operator, qui est là sur une approche un petit peu différente, qui va nous permettre de nous passer de la commande booking un peu pénible, c'est ça, pour la réservation de l'hôtel du mois prochain? On espère, oui. On revient encore sur OpenAI, décidément, quelle semaine pour OpenAI. Avec Operator, qui est un agent donc basé sur GPT-4, qui est en concurrence directe finalement avec le Computer Use dont on avait parlé de Claude, d'Anthropic. Donc, parce que Claude avait aussi acquis récemment la capacité de surfer sur le web à ta place. Et puis, on avait aussi parlé du projet Mariner de Google, qui pour l'instant est assez nébuleux, qu'on n'a pas encore vraiment vu. Donc, Operator, lui, il fait ça, vous lui donnez une tâche, effectivement, comme, je sais pas, commande-moi des carottes chez Decathlon, et puis après, tu le regardes galérer sur Internet. C'est très rigolo. Sauf que non, mais en fait, c'est pas ton navigateur, d'ailleurs. Quand tu demandes, plus sérieusement, je sais pas, un tacos aux champignons sur Uber Eats, voilà, Operator va créer une instance de navigateur chez OpenAI et il va aller sur le site pour toi, cliquer aux bons endroits et finir par te commander le tacos si tout va bien. Et d'ailleurs, vous pouvez lancer plein d'agents à la fois, donc il y en a un qui commande un tacos, d'autres qui vérifient ton colis à la poste, un autre qui commande des billets de train, et puis le dernier qui troll ton ennemi sur X avec un faux compte, voilà. Pendant ce temps, toi, tu joues à Balatro, parce que voilà, forcément. Ah bah oui. Mais ça va pas toujours bien, c'est ça le problème, c'est que comme l'agent d'Anthropic, en réalité, Operator échoue parfois carrément, ou se perd assez régulièrement quand même dans des boucles infinies. Alors quand ça marche, c'est bluffant, la fiabilité n'est pas encore totalement au rendez-vous, et puis il va vous solliciter à intervalles réguliers, dès qu'il y a un captcha déjà, dès qu'il faut remplir des trucs, bon. C'est un proto. C'est un proto. Voilà, c'est une preview, c'est ce qu'ils appellent encore eux-mêmes un projet de recherche, donc c'est pas vraiment un produit. D'ailleurs, il n'est pas accessible, globalement, puisqu'il est accessible qu'aux abonnés, tu sais, Prestige Titanium Cobalt Black à 200 balles par mois, là. Ça à peu près personne, et c'est fait exprès, manifestement. Donc Operator fonctionne avec une version tunée de GPT-4o qui a été entraînée à mieux comprendre les interfaces graphiques et qui réfléchit un petit peu plus que l'original sans aller jusqu'à la logorée de One.
Operator utilise un navigateur en ligne, donc ça veut dire tout passera par OpenAI, quoi. C'est, voilà, donc même vos mots de passe, vos numéros de carte bleue. Si vous voulez que ce truc paye effectivement votre tacos, il faut quand même faire sacrément confiance à OpenAI. Alors ça ouvre aussi la possibilité à un tas de nouvelles attaques. Les créateurs de sites web sont conscients qu'ils peuvent être visités par des bots, en fait des agents plutôt, qui pourraient donc mettre en place des prompts cachés dans les pages web, ou même pas cachés d'ailleurs, ils pourraient mettre donc des morceaux de texte qui seraient lus par le modèle et qui altéreraient son comportement. Et pour le faire partir en vrille, ou pour le faire des choses pas prévues. Et c'est pas du tout de la science-fiction, puisque OpenAI a déjà rencontré une occurrence de tentative d'injection de prompt avec Operator, quand ils ont testé Operator, quoi, dans la nature. L'avenir, ce sera peut-être une menace, qu'il y aura peut-être des menaces réelles là-dessus, et voilà, importantes pour les agents. Alors, l'Internet du futur sera peut-être parcouru par des masses d'agents, comme les bots aujourd'hui, mais qui agiraient sur ordre d'un humain pour faire un truc, un truc normal, quoi, comme ferait un humain. Comment faire la différence? Eh ben, écoute, Sam Altman a une idée toute trouvée pour ça. Ah oui, tu vas pouvoir nous en parler dans une seconde. Je réagis juste un petit mot avant. Moi, je me demande encore pourquoi il y aurait ce besoin-là de faire naviguer par un agent. J'y ai trouvé potentiellement une piste, c'est celle du développement justement d'une interface web et de parcours. J'imagine que les services marketing seraient ravis de pouvoir faire tester par des cohortes d'outils, les comportements de navigation, de les analyser et d'essayer d'en tirer des conclusions plutôt que de solliciter des humains. Bon, peut-être, pourquoi pas. Non, mais commander Juste ses un mot. billets de train, c'est chiant quand même. Ah, ça, m'en parle pas, surtout sur l'interface SNCF, mais je ne leur jette pas la pierre plus que ça. Et juste, tu parles de la carte bancaire, des mots de passe, pour le coup, là, ils redonnent la main, hein, à ce stade en tout cas, évidemment. L'idée, c'est qu'ils s'arrêtent à ce moment-là et ils te laissent reprendre le contrôle quand tu dois saisir des données personnelles ou confidentielles, si jamais le truc est pas trop mal fichu. Effectivement, tu nous dis, il y a Sam Altman qui a une très bonne idée pour arriver à authentifier les navigations qui seraient réalisées par des agents qui fonctionneraient à l'intelligence artificielle. C'est quoi ce secret? Altman, faut lui reconnaître ça, il est de la suite dans les idées. Non seulement c'est PDG de la boîtière la plus connue du monde et du coup le VRPIA number one du monde, mais il a aussi pas mal de hobbies, des investissements dans des boîtes qui sont plutôt connexes à son job principal, hein, souvent. L'énergie nucléaire, avec Oklo, la bioscience, avec Retro, et qui va lever d'ailleurs de son côté $1 milliard pour allonger la vie humaine. C'est la saison, profitez-en, Google relance de 1 milliard dans Anthropic, Eleven Labs vient de récolter 250 millions supplémentaires. Là, si vous avez un projet IA, là, c'est le moment, je pense. Hein. Et donc, si on en revient à Altman, il a aussi depuis longtemps un autre projet qui n'en finit pas de muter, qu'on a déjà évoqué d'ailleurs plusieurs fois, je pense, c'est WorldCoin, qui est d'ailleurs devenu World tout court. Alors WorldCoin, c'est un projet Web3 avec une blockchain, et il y avait une crypto adossée, c'était ce qu'ils appellent toujours finalement la preuve d'humanité. Donc vous obtenez cette preuve en vous faisant scanner un œil dans une grosse boule. La crypto était censée être utilisée pour mettre en place un système de revenu universel à l'origine, mais bon, géré par Altman. Voilà. WorldCoin a eu tout plein de soucis, un peu partout du côté crypto. Le côté crypto est devenu plus ou moins secondaire, en tout cas en termes de communication. Par contre, la preuve d'identité, d'humanité, elle demeure et prend un nouveau sens si on la regarde à la lumière des futurs agents IA. Parce qu'on vient de le voir, si vous envoyez un opérateur sur le site, et qu'il y a encore un captcha, c'est mort, hein, c'est vous qui devez le résoudre. Et puis Operator, c'est un bot, finalement. C'est un bot, et c'est un bot que les sites pourraient rejeter. D'où l'idée d'avoir un moyen pour le bot d'avoir une sorte de carte d'identité. Et dire, je suis pas un méchant bot, moi. Moi, je suis juste là pour acheter un sandwich à Fabrice. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Et la carte d'identité, c'est la signature biométrique qui a été écrite sur la blockchain The World quand vous avez scanné votre œil. Donc dans le futur d'Altman, hein, ceux qui l'imaginent, il y aura plein d'instances de nous-mêmes qui feront plein de choses pendant qu'on sera en train de prendre du temps de qualité en regardant des reels de CrossFit sur Instagram par exemple. Et c'est une solution qui rend les captcha obsolètes d'ailleurs, puisque les bots se présentent, salut, je suis le bot, et le site contrôle son identité sur la blockchain lui-même. Et puis si c'est bon, il passe, et puis voilà, il n'y a pas besoin de cliquer sur des motos floues pendant 20 minutes, là, voilà, c'est bon. Ça, c'est la théorie. C'est le rêve d'Altman, hein, donc, de posséder à la fois les super IA, les super agents, les centrales qui font tourner les serveurs sur lesquels ils tournent, les 50% de l'économie qu'elle détourne, et voilà. Puis bon, évidemment, c'est pas le seul, hein, puisque c'est pour ça qu'on lui file autant de fric, hein, c'est pour essayer de récupérer autant de pognon possible. Altman posséderait aussi le réseau d'identification, du coup, sur lequel va reposer aussi la confiance dans les agents. Ce qui fait qu'on ne pourra pas s'en passer non plus, et qu'il aura donc encore une technologie clé de ce futur, qui fait terriblement envie, hein, n'est-ce pas? Après, à supposer qu'on ait tous accès à des agents efficaces dans le futur, bien entendu, hein, ça ouvre quand même la question intéressante de savoir comment on va considérer ces nouveaux bots, comme des nuisances, comme des clients, je sais pas.
ce futur, ce futur sera-t-il juste un petit peu plus dystopique finalement que celui qu'on a déjà? Le monde a-t-il basculé dans la dystopie déjà? Depuis quand? Depuis une semaine? Depuis plus? Voilà, vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir. Je repensais à ce projet de Linus Torvalds, si je dis pas de bêtises, qui avait un projet d'identité open source. Est-ce que je dis des bêtises ou c'était bien lui qui portait un sujet dont on n'a pas eu trop de conclusions et d'avancées? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait rapprocher sur ce type de besoin à l'avenir, selon toi? Ou est-ce que je... C'était Linus Torvald? Je suis pas sûr. Hein. Ah, bah je me trompe peut-être. Alors, qui était cette personne qui avait comme projet... Bon, je me rappelle plus. Bon, écoute, ça m'apprendra. Je ferai mes devoirs la prochaine fois en détail là-dessus. Écoute, vive la dystopie ou pas, effectivement, on vous laisse réagir dans les commentaires sur techcafé.fr, sur le serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/Discord. Est-ce qu'on laisse de côté Stargate pour aller dans la galaxie maintenant, Guillaume? Volontiers. Allez, plongeons-nous dans la galaxie, une galaxie lointaine, si lointaine, la 25e d'une longue série, puisque le Samsung Galaxy S25, ou devrais-je plutôt dire les Samsung Galaxy S25, ont été présentés. Et c'est rare, je dois dire, qu'on consacre du temps comme ça dans Tech Café pour parler d'une nouvelle itération d'un smartphone. Guillaume, on peut pas dire que ce soit le matériel qui ait bluffé notre vision de ce qui se passe dans l'actu tech et qui ait retenu ton attention. Il y a quand même des petites choses à en transmettre. Ah bah ils ont changé de CPU, donc bah, ça m'intéresse. Les galaxies de l'année sont arrivées, voilà. Alors il faut pas s'attarder à leur look, c'est vrai, parce que faut pas juger un livre à sa couverture, n'est-ce pas? Extérieurement, bah, c'est quand même un peu les mêmes, des changements très 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 marginaux que l'an dernier. Ils sont donc ni plus moches ni plus beaux. Néanmoins, à l'intérieur, on passe quand même à un CPU Snapdragon Elite 8, enfin Snapdragon 8 Elite pour être précis, en 3 nanomètres, alors qu'on avait du Snapdragon 8 Gen 3 précédemment, donc une puce pas dégueulasse d'ailleurs, mais le Elite est quand même nettement en dessus en termes de performance brute. Et d'autant qu'il exit l'Exynos au passage, il n'y a plus d'Exynos en Europe. Absolument, donc on sera tous sous Snapdragon 8 Elite, et qui seront même légèrement boostés à 4,46 GHz maximum, et donc tous les CPU des S25 seraient du coup entre 30 et 40% plus rapides qu'avec les versions Gen 3. Wow. Donc Snapdragon 8 Gen 3, au quotidien les Gen 3 étaient déjà assez rapides, il ne faut pas exagérer non plus, ça ne sautera pas systématiquement aux yeux, mais enfin sur des tâches lourdes, sur du gaming, et sur de l'IA au hasard, on parle quand même à peu près de 30% en plus, quoi, bah, ça peut être agréable. Hormis cette différence notable, les téléphones restent effectivement assez semblables à la génération d'avant. Tout le monde passe à 12 Go de base. Il y a du Qi 2 pour la recherche en fil, du Gorilla Armor 2, un écran qui est très très légèrement plus grand sur le Ultra. On aura aussi droit à un peu plus de définition sur certains objectifs. L'Ultra grand angle passe à 50 mégapixels avec une meilleure ouverture. Le deuxième téléobjectif de 50 mégapixels offre désormais un zoom x5. Il y a un nouvel algo qui améliore l'exposition des scènes un peu compliquées, filmées en basse lumière. C'est le filtre spatio-temporel pour les vidéos. On a un filtre IA pour améliorer toutes les images aussi qui s'appelle le ProScaler, c'est une sorte de DLSS qui est celle du téléphone entier. Alors les prix c'est exactement les mêmes que l'an dernier, donc ça reste cher, c'est 1500 balles pour un Ultra, 1169 pour un Pro, 900 balles pour un S25 de base. La conférence donc Unpacked en elle-même, effectivement, ne s'est pas beaucoup attardée sur le matos et quand même a clairement mis l'accent sur l'intelligence artificielle, puisqu'on a presque de la Samsung Intelligence, clairement, et d'ailleurs le surcroît de puissance NPU et la RAM supplémentaire sont aussi là pour ça, probablement, pour permettre pas mal de traitements en local. Donc on a une nouvelle interface et plein d'outils IA, alors une sorte de renouveau de Bixby, qui est en fait un Gemini Live, qui est augmenté avec pas mal d'aptitudes en plus, donc l'IA de votre S25 sera capable de voir l'écran du smartphone et de s'en servir pour répondre à la question, s'adapter au contexte, tout ça. Donc tu peux simplement demander des trucs à ton téléphone, comme activer le mode nuit par exemple, donc des trucs qui sont à l'intérieur de l'OS, tu peux demander des trucs, de changer des réglages. C'est pas mal ça. Tu peux aussi demander des trucs plus complexes, comme retrouver des photos de Fabrice déguisé en reine à Noël dernier. Et le système serait assez puissant pour retrouver précisément Fabrice à Noël 2024 déjà, mais même précisément la photo où il vomit dans l'évier si tu lui demandes. Donc, et tout ça est fait en local, donc c'est quand même pas mal. Il y a un petit modèle multimodal du coup qui tourne dans le téléphone, et donc pour tout ce qui concerne un peu l'IA des tâches personnelles, quoi. Tu peux même retrouver une musique que le téléphone est en train de jouer n'importe où, sur YouTube, sur Spotify, il y a le Shazam intégré. Après, Gemini prend aussi le relais, donc on a toujours la fonction Circle to Search, la discussion en live comme avec GPT-4o. Gemini lui-même se connecte à des apps Samsung aussi, donc votre agenda, vos notes, etc. Donc on a une IA locale, on a Gemini Live, les applis, tout ça c'est interconnecté, c'est en synergie, n'est-ce pas, si j'ose dire. Une synergie prolongée par 6 mois de Gemini Advance qui sont offerts, pour un truc à 1500 balles, bon, c'est offert.
Ça donnera sûrement la meilleure expérience, mais bon, au bout de 6 mois, je sais pas, est-ce que tu dois payer pour avoir accès à tout? Pas totalement clair s'il y aura des limitations sur certaines fonctions si on paye pas. En tout cas, au-delà de ça, il y a aussi une page Now, voilà, qui vous fait des résumés pour les trucs de votre vie, un briefing personnalisé en gros. Un truc qui vous montre vos rendez-vous, qui serait proactif, hein, c'est-à-dire qu'il irait chercher des infos connexes et qui pourrait être utile un petit peu partout. Il y a aussi le AI Select avec des outils contextuels. Donc voilà, si le texte qui est à l'écran, bah, tu l'actives, tu as des options pour le résumer, le reformuler, tout ça. Si c'est une image, tu vas avoir des retouches ou tu peux générer carrément d'autres images dans le même style. Puis il y a des filtres personnalisés pour les photos, la fonction de composition des meilleurs clichés, comme sur Pixel, hein. La segmentation des photos, une fonction de suppression du bruit des vidéos qui peut être vraiment utile, hein, d'ailleurs, qu'on a aussi vu, il me semble, sur Pixel. Donc en définitive, on a clairement une réponse à Apple Intelligence, qui est d'ailleurs pour le coup assez crédible. Quelques remarques d'ailleurs, parce que tu évoques Apple Intelligence et on pourrait taxer Samsung de pingrerie à la Apple. Au passage, tu dis compatible Qi 2, oui, mais avec la coque, pas tout seul et pas sans la coque qui va bien. Et puis le S Pen qui est fourni de base est un S Pen qui n'est pas Bluetooth. Et donc, si tu veux les fonctionnalités liées au Bluetooth pour les S Pen comme avant, il faut passer à la caisse pour en racheter un à 55 euros. Et c'est un mariage, en tout cas, Samsung et Google qui semble assez convaincant et qui semble durer. Peut-être des mauvaises langues diraient qu'il est plus convaincant sur le long terme que le mariage entre OpenAI et Microsoft. Et justement, donc oui, Gemini, il y a une bonne place. On peut terminer au passage, Guillaume, avec un aperçu du futur avec des smartphones plus fins que fins. Oui, oui, oui. Alors, mais il faut quand même voir, tu dis ça, mais c'est intéressant justement de comparer avec Apple Intelligence, parce que c'est vrai qu'Apple Intelligence, bon, il y a plein de trucs qui se font en local aussi, et puis il y a des modèles qui sont enfin, ils font appel à OpenAI aussi. Là, Gemini, il a quand même une grosse... Enfin, c'est que Gemini, quoi, c'est tout Google, tu vois. Et on le voit bien dans la description des fonctions du S25, hein, Gemini est vraiment au cœur de l'OS et des usages en cours. Et d'ailleurs, ça confirme pour moi, au passage, pleinement aussi, que pour moi, tout autre gadget spécifiquement dédié à l'IA est une impasse, du coup. Parce que voilà, Gemini, il est là, il est intégré complètement, et en fait... Exit les trucs aimantés que tu te colles sur le front pour essayer de remplacer ton smartphone, quoi. Par exemple, par exemple. Alors, je sais pas à quel point Gemini est moins utilisé en tant que chatbot que ChatGPT, Llama ou Claude. Mais ce qui est sûr, c'est que Google, il n'a pas gagné la bataille médiatique des chatbots. Il semblerait que ce soit pas grave, parce qu'il va l'intégrer partout dans ta vie super vite. Il va en faire un standard de fait, en réalité. Gemini, il peut profiter de la profusion des données que Google connaît sur toi, sur une multitude de canaux. Il peut avoir une vision très détaillée de toi et s'y adapter, et puis il est accessible partout. Et c'est un avantage que les autres chatbots n'ont pas. J'ai parlé de synergie tout à l'heure, mais en fait, il y en a vraiment une, quoi. Gemini, c'est peut-être pas le meilleur chatbot, en fait, mais le fait qu'il puisse te connaître si bien et agir directement au sein de l'OS de ton téléphone et de tes applications, bah en fait, ça le rend meilleur essentiellement parce que ça le rend juste peut-être plus utile, quoi. Donc on a, c'est bon, bah, en tout cas voilà, disons que Gemini sera un petit peu le choix par défaut, puis on sait à quel point c'est puissant le choix par défaut. Mais tu disais effectivement, tu parlais de téléphones plus fins. Effectivement, il y a eu un autre téléphone évoqué pendant l'événement de Samsung. C'est le S25 Edge, qui est très très fin, et donc c'est prévu pour être à la fois un téléphone et une arme d'autodéfense au corps à corps et à distance, puisque c'est le premier téléphone shuriken de l'histoire. Il fait 6,5 mm d'épaisseur, et donc lancé avec suffisamment de force, il peut sans doute fendre un crâne en deux, ou trancher une gorge, si on insiste bien. Alors ça sera pas propre, il faudra attendre la version Edge 2 avec les bords aiguisés, je pense, parce que c'est pareil pour couper le saucisson, je pense que j'attendrai la prochaine version, mais c'est quand même pas mal, c'est assez novateur finalement, mais c'est plutôt logique dans l'optique d'un appareil polyvalent. Il n'est pas encore sorti, je sais pas ce que tu penses de cette nouvelle tendance téléphone/arbre de catégorie D. Tout porte à croire que iPhone va sortir qu'Apple va sortir un iPhone R qui serait dans ce même esprit de finesse, et on voit bien qu'il y a une guerre qui va être livrée, notamment entre Samsung et Apple pour nous sortir le smartphone qui soit le plus fin possible. Je suis pas certain que ce soit un besoin. Alors pour moi, probablement que peut-être pour plein de personnes c'est un besoin. J'ai l'impression quand même que c'est peut-être faire des compromis sur un certain nombre de choses. Et puis, moi, de toute façon, tu sais, je suis tellement frileux d'utiliser mon smartphone et de l'avoir dans les mains que je mets des grosses coques énormes. Donc finalement, de l'avoir plus fin. Alors tu me diras, plus fin, même si tu mets une coque, bah, au final, il est quand même plus fin qu'un smartphone normal avec une coque. C'est pas faux, je cours pas derrière ça, je sais pas, c'est quelque chose qui t'emballe. Je le vois peut-être indirectement quand demain, si jamais les smartphones pliants se répandent, bon bah voilà, ce sera une démonstration
de la prouesse technologique, qu'on pourra vraiment avoir des choses très fines avec des écrans très grands, mais c'est quelque chose qui te hype, toi, d'avoir un smartphone très fin comme ça. Disons que moi, je suis pas contre s'il n'y a pas trop de concessions par ailleurs, quoi. S'il coûte pas 4000 balles, quoi. Oui, voilà, s'il coûte pas 4000 balles, qu'il a pas une autonomie divisée par 2, ce genre de truc, hein, parce qu'après, mais sinon, et qu'il est pas beaucoup moins puissant, tu vois. Je trouve que mon téléphone, là, il est pas non plus très lourd, quoi. Donc, c'est un peu gadget. Après, c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir un truc plus léger, hein, si possible. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on a eu pendant un temps des cures d'amaigrissement successives des différentes générations de smartphones et ça n'a plus été trop un sujet jusqu'à ce que subitement, là en 2025, ce soit un enjeu d'aller aussi fin, probablement parce qu'il y a eu des paliers en termes de construction qui permettent ça. Et ce sera intéressant à décortiquer, évidemment. Et à décortiquer aussi sur le plan de la réparabilité. On espère que ça ne sera pas pénalisant là-dessus. Ouais, enfin, c'est pas la réparabilité, là, c'est plutôt si tu veux parler du cobalt, c'est plutôt le recyclage, en fait, puisque on peut terminer, on peut terminer en parlant de cette bonne initiative, hein, bon, quand même, de Samsung, qui augmente la quantité de cobalt recyclé dans ses nouveaux appareils. Du cobalt récupéré en déchiquetant des vieilles batteries, hein, qui sont fondues, séparées chimiquement pour récupérer divers trucs. C'est cool, hein, depuis quelques années, les boîtes sont forcément interpellées, hein, sur l'usage de matériaux en provenance de pays, voilà, bon, enfin, qui sont extraites, enfin, des pays comme la République du Congo, hein, où il y avait du coup cette problématique du cobalt à un moment, et donc c'est extrait de manière parfois dangereuse, avec du travail d'enfant, etc. Récupérer le cobalt, c'est une bonne initiative. Après, on va pas se mentir, je trouve ça quand même un peu décoratif, hein, parce que Samsung, comme tous les autres, il continue non seulement de sortir des appareils tous les ans, alors même que les puces n'évoluent plus aussi vite, hein, et ils bourrent leurs appareils de fonctionnalités IA qui demandent des calculs faramineux, et les serveurs qui vont avec quand même, hein. D'un point de vue de technophile, c'est cool. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est très cool de demander des trucs à son téléphone comme si c'était quelqu'un qui le fasse. C'est génial, tu dis à ton téléphone, voilà, je sais pas, change tel réglage, il va le faire tout seul. C'est super, mais en même temps, on est aussi bien conscient que tout ça, c'est pas gratuit, hein, et que chaque fois que Gemini te dit bonjour, comment ça va, il y a des serveurs monstrueux qui tournent derrière, et on a déjà parlé bien assez dans cet épisode de ce que ça représente. Donc récupérer le cobalt, c'est bien, c'est très bien. Après, bon, je sais pas. Après, qu'est-ce que tu veux? Déjà, Samsung va pas jusqu'à nous dire que Mère Nature est venue boire un café dans leurs locaux et féliciter le conseil d'administration. C'est déjà ça. C'est vrai, c'est déjà pas mal. J'y crois pas une seconde, moi, au passage, au réglage comme ça, l'instruction à la voix. Je pense que les gens préfèrent faire 2-3 clics que de parler, qu'ils soient en public ou tout seul pour régler des choses. Mais peut-être l'avenir me contredira et je serai le premier à reconnaître que j'ai eu tort puisque vous pourrez ressortir cet extrait. Je m'y suis engagé publiquement, tu vois. Merci Guillaume pour cette couverture de Galaxy Unpacked pour le S25. On enchaîne et on termine cet épisode avec une petite rubrique jeux vidéo. Évidemment, quand on parle de jeux vidéo, on sait que, et vous allez voir avec la Game Developer Conference, le PC a toute sa place auprès des développeurs. Et justement, pour faire tourner les jeux sur PC, le NEC Plus Ultra, c'est les dernières cartes Nvidia. Encore faut-il avoir des retours de tests. Et est-ce que tu peux nous dire, Guillaume, à quoi on peut s'attendre avec des RTX 5090 fraîchement sortis de leur emballage? En fait, c'est une carte qui est finalement sans surprise, hein. C'est normal puisqu'elle est conçue avec le même process que la 4090. C'est le même 5 nanomètres de TSMC, qui donc vous avez à peu près la même puissance par watt, hein. Et donc si tu veux plus de puissance, il faut donner plus. Donc il faut plus de shaders. D'ailleurs, on passe à 21 760 qui consomment collectivement 575 watts de TDP contre 450 watts pour la 4090, et c'est seulement 16 384 shaders. Et ces 575 watts, la carte va les consommer, hein. Sur le benchmark d'Alan Wake 2, par exemple, la carte consomme 541 watts. Alors c'est un benchmark, donc c'est vrai, on met tous les potards à fond, mais bon, elle peut consommer à ce point. D'ailleurs, la 4090 consommait 414 watts pour la même chose. Et, enfin, pour la même chose, non, pour 30% de performance en plus, en l'occurrence, et de manière générale, en performance brute, on est effectivement dans les 30% de plus que la 4090. C'est aussi le cas dans Hellblade 2, ou dans Cyberpunk, un peu moins dans Avatar. Les gains sont d'autant moins importants qu'on va jouer avec une résolution plus faible, hein, c'est 30% en 4K, mais c'est 23% en 1440p, et seulement 17% en 1080p. En même temps, qui va acheter une 5080 pour jouer en 1080p? Bon, voilà. Alors tout ça, c'est très logique, hein. On a 32% de shader en plus, et dans les 30% de performance en plus, et dans les 20 à 27% d'énergie consommée en plus. La puce elle-même est aussi physiquement plus grosse, et elle est d'ailleurs directement plus chère du coup. La 4090 c'était déjà... elle coûtait déjà la coquette somme de 1600$. La 5090 passe à 2000$, et elle requiert un PC qui a une alimentation de 1000 watts. Alors, on n'a pas parlé là-dedans, évidemment, de DLSS 4, qui est un truc différenciant, hein, mais on voulait déjà comparer équitablement les cartes entre elles. Donc voilà, la puissance brute, la vraie puissance. Hein, Matos. la vraie puissance des trucs, quoi.
Et donc, les chiffres que j'ai donnés sont en rendu brut, sans DLSS du tout. Si on active DLSS 4, on passe à des nombres d'images par seconde de l'espace, évidemment. Cyberpunk en RT Overdrive, donc tous les potards au max, en 4K, il arrive à 310 FPS avec DLSS 4. On en avait déjà 100 avec DLSS 2. Hein. Le rendu natif n'atteint que 41 FPS. Et là, on mesure bien à quel point les techniques d'upscaling et de génération, que ce soit de pixels ou carrément d'images, sont importantes. Parce qu'on passe de 41 à 310 FPS pour la même résolution apparente 4K. Et aussi à quel point une 5090 c'est absolument inutile si vous n'avez pas non seulement un écran 4K, mais un écran 4K avec un taux de rafraîchissement très élevé. Il est clair que si vous avez même un 4K 60 Hz, la 5090 c'est un overkill, quoi. Donc c'est un overkill pour 99,99% des joueurs, au moins. Après, le DLSS 4, comme le DLSS 3, peut susciter des débats, hein, encore plus, puisqu'en fait il génère tout simplement plus d'images. Hein. Et avec ces technologies, effectivement, le jeu est plus fluide, et ça se voit, et c'est agréable, mais il n'est pas plus réactif. Alors, Digital Foundry a mesuré les latences, donc dans Cyberpunk 2077. En DLSS 2, donc sans génération d'images, on a 23 millisecondes de latence. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que le DLSS 4 ne rajoute que très peu de latence, qu'il génère 2, 3 ou 4 frames. En fait, on reste toujours autour des 30 millisecondes. Donc ça montre bien quand même que le jeu n'est pas plus réactif. Même quand il tourne à 310 images par seconde, il est plus fluide, et c'est agréable, mais il n'est pas plus réactif. Donc finalement, c'est aussi une question de goût, de savoir effectivement si on veut utiliser ça ou pas. Bon, ok. En plus des DLSS 4 et donc d'une architecture quand même un petit peu plus moderne, hein, les heureux possesseurs d'une 5090 jouiront de 32 gigaoctets de mémoire vidéo, c'est-à-dire 8 de plus que la 4090. Et en termes d'ingénierie, c'est beau, hein, c'est les beaux matos, hein, c'est quand même une puce qui est absolument énorme, et qui est pourtant conditionnée dans une carte de format standard de slot, et qui peut quand même dissiper 500 watts, le système dissipe 500 watts, c'est quand même assez dingue. En pratique, c'est vraiment pas une carte pour tout le monde, et Nvidia nous fait une surenchère qui illustre aussi pas mal que la loi de Moore est au point mort, et que les algorithmes finalement prennent le relais, quoi. Hein. Une surenchère dans laquelle AMD ne le suivra pas d'ailleurs, et c'est assez logique, hein, parce que qui va acheter ce truc ? Mis à part les pros ou les youtubeurs, sachant qu'on peut avoir un PC de gamer complet très raisonnable, hein, vraiment même bon, pour la moitié du prix de la carte graphique, de cette carte graphique-là. Donc, bon. Voilà. Quelle carte on pourrait conseiller pour quelqu'un qui voudrait s'équiper et jouer, tu vois, raisonnablement de temps en temps sur une config PC ? Ce serait quoi ? Ce serait une 4060 aujourd'hui ? C'est compliqué de faire une recommandation universelle, j'imagine. Universelle, c'est pas possible, évidemment, mais ça dépend quel budget vous avez. La carte actuelle, qui est probablement des meilleurs rapports qualité-prix, c'est la 4060 Ti. C'est voire la 4060, c'est un peu en dessous quand même, mais 4060 Ti, ça permet de jouer à moins de 400 assez, euros, si je dis pas de bêtises. Très confortable, quoi, vraiment. Hein. C'est un peu moins de 400 euros, si je dis pas de bêtises, qui, je trouve, psychologiquement, pour le prix d'une carte graphique pour un joueur régulier / occasionnel, évidemment, c'est un peu trop vague pour être précis, mais c'est une recommandation plutôt, j'imagine, à peu près pertinente. Quelques rumeurs sur la Blackwell, Guillaume. Oui, parce que si 32 gigaoctets de GDDR7 ça vous suffit pas, Nvidia il a mieux. Genre, j'ai fait comme si la 5090 c'était une carte graphique de luxe, tu sais, mais c'est juste parce que pour moi elle est très chère, parce que je suis un gueux, voilà, tout simplement. En fait, la vraie carte de luxe en Blackwell, elle arrive, ce sera la prochaine RTX Pro, hein, et elle aura 96 gigaoctets de DDR7. C'est la Stargate des cartes graphiques. Elle est monstrueuse. Alors c'est beaucoup, hein, la RTX 6000, qui était donc l'ancienne carte RTX génération ADA, qui était donc pour les pros, elle était à 48 gigaoctets seulement. Alors c'est assez intéressant parce que la prochaine RTX, je sais pas, 7000 du coup, aura donc beaucoup plus de mémoire, mais comme on vient de le voir, finalement, elle aura peut-être pas tant plus de puissance que ça. Et on constate donc à quel point la mémoire est devenue cardinale avec l'IA, parce que avoir 96 gigaoctets de mémoire, c'est pas super utile pour le graphisme. Je pense pas que ce soit vraiment différenciant de carrément doubler comme ça la quantité. Donc on est carrément sur des cartes qui peuvent faire tourner des gros modèles, voire en entraîner des plus petits. Et c'est vrai que pour ça, il faut de la mémoire. Par contre, il va falloir peut-être changer les alim parce que c'est des trucs de station de travail, donc normalement c'est quand même assez bien équipé, mais c'est vrai que les ADA, elles consommaient 300 watts. Il est fort probable que la prochaine consomme au moins 500. Quant au prix, écoutez, voilà, les paris sont ouverts. La RTX 6000, donc la génération d'avant, coûtait $6 800 début 2023, et on va sans doute être au-dessus avec la prochaine génération. Est-ce qu'on tapera les 10 000 à vous de nous dire ce que vous en pensez, et on vous tiendra au courant si jamais vous êtes intéressé. C'était la Game Developer Conference, Guillaume. Quelques enseignements que tu peux nous partager.
Oui, c'est bientôt, alors c'est bientôt la GDC, c'est bientôt, pas encore, hein, c'est bientôt la GDC Ah pardon, 2025. c'est bientôt. Mais par contre, on a déjà accès à un sondage sur l'état de l'industrie du jeu vidéo qui a été mené par les gens qui font la GDC, qui donc reflète un petit peu l'état de l'industrie en 2024. Et ben c'est un massacre, hein, voilà. Un répondant sur 10 a été viré dans l'année. Les 2 tiers des répondants font partie d'un studio qui a fermé ou qui a licencié des gens. Et ceux qui ont été virés témoignent que c'est très dur de retrouver du boulot, c'est beaucoup plus long que les autres fois où ça leur est arrivé. Il y en a même qui ont été virés plusieurs fois. Alors, quand on leur pose la question, c'est normal qu'une moitié à peu près des 3000 sondés se disent inquiets par l'arrivée de l'IA, qui est par ailleurs déjà pas mal utilisée, puisqu'on a 36% des répondants qui disent déjà utiliser l'IA générative, et 16% qui disent non, moi j'y touche pas, c'est sale. Mais mon collègue, par contre, lui, oui, parce qu'il a pas de morale. Il y a 9% qui l'utilisent pas, mais sont intéressés. Il y a 7% qui savent pas. L'un dans l'autre, 27% répondent que leur studio n'utilise pas d'IA, mais qui sont pas intéressés. Donc finalement, il y a qu'un tiers qui disent que c'est non, c'est niette, quoi, jamais. L'IA n'est formellement interdite que dans un studio sur 5, et elle est obligatoire dans 9% des cas, et optionnelle dans 36% des cas. Et en fait, pour résumer, à peu près la moitié des devs utilisent, alors volontairement ou non, avec joie ou non, ça on ne sait pas, de l'IA dans leur boulot, et la moitié, mais pas nécessairement la même, pas seulement les mêmes gens, ont des grosses inquiétudes sur son impact. Donc le nombre d'avis carrément négatifs passe de 18% l'année d'avant à presque un tiers en 2024. Les avis carrément positifs, eux, ils fondent de 20 à 13% cette année. Après l'année qui vient de passer, c'est normal qu'il y ait une sorte de méfiance quand même. Alors pour terminer sur une note un poil plus positive, on lit aussi dans le rapport que le PC, comme tu disais, en tant que plateforme de développement, se porte super bien, on ne peut mieux. 80% des répondants affirment avoir un projet sur PC, alors qu'on était à 55% en 2020 par exemple. Donc ça va être une grosse tendance, et d'ailleurs pourquoi ? C'est pas évident. Alors on a mentionné le succès du Steam Deck et apparenté, peut-être aussi la hausse des prix des jeux consoles, parce que jouer sur PC c'est moins cher, alors pour plein de raisons possibles, mais bon, en tout cas c'est moins cher. Par ailleurs, la Xbox ne semble pas totalement morte, puisqu'elle talonne la PS5 finalement en termes de projets en cours, et on voit même une petite remontée de la VR, incroyable. Ouais, alors ça je me demande comment ça va se matérialiser, mais après tout on peut se réjouir. Et puis on peut terminer avec des titres, des jeux, sans parler technique, avec le Xbox Showcase. Bah oui, c'était l'Xbox Showcase la semaine dernière, et donc on a un nouveau Ninja Gaiden qui arrive, c'est incroyable. J'ai un souvenir mitigé perso de Ninja Gaiden, voire un peu douloureux, de la version Xbox première du nom, il y a un petit moment quand même. C'est pas facile Ninja Gaiden, hein, Ça me parlait pas du tout cette licence, j'ai regardé la vidéo, j'ai trouvé ça très chouette, je suis pas certain que j'aurais envie de me plonger là-dedans, c'est très bluffant par plein d'effets visuels, je connaissais pas du tout la licence. Une très vieille licence qui a été reprise en 3D avec succès, hein, avec les séries Ninja Gaiden Black et compagnie, là, alors là c'est Platinum Game, donc qui s'y recolle, donc ça va être probablement un excellent jeu pour les amateurs. Hein. Il a l'air parfaitement dans la veine de ce qu'on attend, il est très joli, hyper nerveux, donc pourquoi pas. Bon, après il y a eu aussi l'annonce de... Pas l'annonce, il y a eu des vidéos de South of Midnight, un jeu d'aventure dans le bayou, de Clair Obscur Expedition 33, qui ressemble à un Final Fantasy au tour par tour dans ses combats, qui a l'air très très joli d'ailleurs, mais bon, qu'est-ce qui a volé le show si c'est pas le prochain Doom ? On va croire que je suis fan de Doom, et bon, pas tout à fait. Mais je vais l'avouer ici, hein, je vais l'avouer, j'ai pas du tout accroché à Doom Eternal. J'ai même joué qu'à la démo en fait, et ça m'a saoulé, je sais pas, l'obligation absolue de faire des fatalités tout le temps pour récupérer la moindre balle, ça m'a carrément gonflé. Et c'est donc charmé que j'ai appris que Doom Dark Ages allait pas du tout faire pareil, qu'ils allaient revenir à un rythme peut-être un poil plus plan-plan, je sais pas, enfin adapté à mon grand âge. Et c'est à se demander si c'est finalement un Doom ou un Exen, parce qu'il y a une ambiance dark fantasy, il y a des nouvelles armes qui ont l'air un peu magiques, c'est presque un reboot d'Exen. Avec du corps à corps en plus, des séquences aériennes et des mechas, n'en jetez plus. Et oui, ça me dit pas mal d'essayer, c'est pour ce mois de mai, voilà. Et tout ce beau monde sera dans le Game Pass, et même disponible en cloud, jouable donc n'importe où. Et c'est pas les seuls jeux qui arrivent dans le Game Pass ces 6 premiers mois, hein. Il y a Avowed, il y a Citizen Sleeper 2, il y a Sniper Elite aussi, et donc en gros, il y a à peu près un nouveau jeu tous les mois pour les abonnés, ce qui devrait quand même pas mal améliorer la rétention. Et pour plus tard, il y aura aussi Outer Worlds 2, qui est prévu cette année, ainsi que Fable, carrément. Prévu pour 2025, toujours a priori. Donc, il y a eu une bonne fin d'année quand même avec Indiana Jones, fin d'année 2024 avec Indiana Jones. Et donc Xbox commence assez fort cette année-là. S'il continue comme ça pourrait être une des meilleures années pour Xbox et booster pas mal le Game Pass, quoi. Pour l'instant, il prévoit pas mal de trucs. J'avais pas vu de vidéo encore, et je les ai vues à l'occasion de cette presse South of Midnight. Je trouve ça hyper sexy. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance et des graphismes qui sont hyper séduisants. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais ça me donnerait presque envie de tester. Et sur Expédition, je vais le dire à la française, Expédition 33,
J'ai du mal à comprendre, on est sur quoi? On est sur une espèce de format JRPG. Je pense, oui, ça a l'air d'être exactement ça, ouais. Au tour par tour, du coup, avec des combats au tour par tour sur cet esprit-là. Avec des instants, comment on dit comment on dit les instants où tu dois taper sur les bonnes touches au bon moment, je sais plus. Bon, bref, mais ça a l'air très sympa. Merci beaucoup, Guillaume. Tu sais que, petite anecdote, quand j'ai vu que tu avais mis dans le conducteur du Bayou du combat, j'avais compris du Bayrou. Je me suis dit, il va encore parler politique, ça va pas. Merci, Guillaume, pour ta veille. Pour ta veille en matière de nouvelles technologies. Vous avez un épisode d'1 heure qui vous permet de vous tenir au courant sur l'actualité des nouvelles technologies avec le petit bonus concernant les jeux vidéo. On est ravis de vous retrouver semaine après semaine dans votre app de podcast. On espère que vous passez un bon moment et que c'est utile pour vous. On espère que vous avez l'occasion d'avancer dans votre vie à côté, que ce soit en faisant du sport, du bricolage, du ménage, les transports, et on rend ça plus agréable et plus utile. En plus, vous pouvez interagir avec nous entre les diffusions d'épisodes et c'est super facile parce qu'il suffit d'aller sur Discord, techcafé.fr/Discord ou dans les commentaires sur techcafé.fr, mais vous pouvez aussi nous joindre à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver? Ah ben moi je me rends compte que j'ai jamais revu Stargate, hein. Il est sorti en 94. J'ai dû le voir chez moi d'ailleurs à la télé, donc c'était probablement 96, je sais plus. Mais j'avais beaucoup aimé à l'époque, j'étais jeune, alors je sais pas ce que ça donnerait maintenant, je vais retester, je vais peut-être avoir un choc, je sais pas. Aïe, bah tu nous diras quel est ton sentiment là-dessus. Si vous avez vu Stargate à l'époque, en série ou en film, dites-le nous aussi. Il y a une rubrique qui est dédiée sur le serveur Discord. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez avec des liens qui sont sur guillaumevendée.fr, sur les réseaux sociaux. C'est principalement sur Blue Sky que c'est le plus pratique de me suivre et d'interagir avec moi. Et puis, accessoirement, je continue là et je me remets plutôt, comme je l'avais fait en fin d'année 2024, à faire du petit streaming très humblement sur Twitch. Donc, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch en ce moment avec Zelda Echoes of Wisdom que j'avais mis en pause pendant quelques temps, que je reprends là. Et puis, je vais probablement lancer prochainement des vidéos sur YouTube. Donc, si jamais vous voulez les retrouver, je vais vous mettre aussi le lien vers la chaîne YouTube où vous pourrez vous abonner et retrouver les diffusions dès qu'elles sortiront. Merci beaucoup pour votre fidélité. On vous prépare un épisode supplément qui sortira en fin de semaine, qu'on espère que vous aurez plaisir à écouter. Et puis sinon, si jamais vous ne jurez que par les épisodes hebdomadaires, je vous comprends. Rendez-vous semaine prochaine pour un prochain épisode de Tech Café. Et ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.